Ouais, j'étais très impatient de tourner cet épisode, je dois vous dire, les amis. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Push Lab dans cette saison 2026 de Formule 1, cette saison 2 d'ailleurs du podcast Push Lab. Très heureux de vous retrouver parce qu'on a énormément de choses à dire, que ce soit dans le Push Mag et bien sûr dans le Push to Talk pour parler bien évidemment de Charles Leclerc. Est-ce que Charles Leclerc est en train de perdre sa Scuderia Ferrari? Le monégasque vient un calvaire quand même dans cette saison 2026 de Formule 1 depuis 4 Grands Prix. Depuis le Grand Prix de Miami, ça se passe très très mal pour Charles Leclerc. Mais il est vrai que l'on voit énormément même de critiques totalement injustifiées. J'avais très envie de pouvoir remettre un petit peu l'église au milieu du village autour de la situation de Charles Leclerc et un petit peu de répondre à ces critiques totalement injustifiées et de aussi mettre un peu en valeur aussi mon avis par rapport à la situation, expliquer à mon sens ce qu'il est en train de se passer, ce qu'il est en train de se passer du côté de la Scuderia Ferrari et même rappeler un petit peu le passé presque récent. Donc je dis ça, quand même Binotto c'était 2020-2021, 2022 même d'ailleurs, donc il y a beaucoup de choses à voir ensemble. On va se remettre un petit peu dans la situation de Charles Leclerc et un petit peu mettre d'une certaine manière remettre l'église au milieu du village. Donc voilà, beaucoup de choses forcément à voir aujourd'hui dans cette situation de Charles Leclerc, le calvaire qu'il vit. Est-ce que c'est quelque chose qui s'annonce permanent? Est-ce que Ferrari va plus se tourner désormais sur Sir Lewis Hamilton? Est-ce que Charles Leclerc est en train de perdre effectivement sa Scuderia dont il est le fils prodigue d'une certaine manière? On va parler de tout ça, on va se poser ensemble donc pendant à peu près une heure ou un peu plus d'une heure ou un peu moins d'une heure, on verra la longueur de cet épisode. En tout cas j'étais très impatient de tourner ce podcast, cet épisode aujourd'hui. Au programme donc le Push Mag et le Push to Talk, un Push Mag dédié notamment à Max Verstappen et McLaren. Alors vous étiez très nombreux les amis à avoir regardé et à réagir au dernier épisode de Push Lab donc de la semaine passée, au moment où je tourne cet épisode, à savoir sur un dossier spécial Mercato Formule 1 pour remettre un petit peu plus pour remettre les dernières infos et rumeurs bien sûr concernant le marché des transferts pour la prochaine saison 2027 de Formule 1, en mettant forcément au cœur un homme qui détient les clés de ce marché des transferts, à savoir justement Max Verstappen. Et les choses ont encore évolué juste après cet épisode au cours du Grand Prix d'Autriche, au cours du week-end même plus particulièrement du Grand Prix d'Autriche, avec, je vais le dire justement dans quelques instants dans le Push Mag. Avant tout les amis, il est très important de mettre un pouce bleu à cette vidéo, de commenter également cette vidéo, de réagir parce que c'est important forcément donc pour le référencement sur YouTube. Mais si vous êtes sur les différentes plateformes de podcast, puisque je rappelle, si vous êtes sur YouTube, c'est également disponible en audio Push Lab sur Deezer, Spotify, Amazon Music et Apple Podcast. Bref, si vous êtes sur les différentes plateformes de podcast, n'hésitez pas à noter et également à commenter quand cela est possible le podcast. Merci beaucoup pour votre immense soutien et n'hésitez pas, surtout aussi si vous êtes sur YouTube, à vous abonner à cette chaîne YouTube donc de Push Lab et également sur Insta et TikTok sur les différents comptes et même sur mes réseaux perso si vous voulez suivre un petit peu plus au quotidien, même j'ai envie de dire l'actu F1 et même un peu plus que l'actu F1, même ma vie, même dans la globalité. Donc voilà. Fini le Grand Prix d'Autriche. Au moment où je tourne cet épisode, nous sommes mardi matin. L'épisode sort donc mardi soir à 18h. Mais c'est vrai que nous sommes désormais dans une nouvelle semaine de Grand Prix avec peut-être l'un des Grands Prix les plus importants de la saison. Et il va être très important pour Sir Lewis Hamilton, le Grand Prix de Grande-Bretagne ce week-end du côté de Silverstone. Week-end de course sprint d'ailleurs. C'était d'ailleurs à l'époque en 2021. 2020 ou 2021, je me souviens plus, les premières courses sprint, je crois que c'était en 2021, les premiers week-ends de course sprint, et c'était justement à Silverstone, le premier week-end de course sprint de l'histoire, si je ne me trompe pas. Donc ouais, beaucoup de choses forcément à voir par rapport à ce Grand Prix de Grande-Bretagne, où Ferrari va devoir rebondir, ça c'est sûr et certain. McLaren, je les attends vraiment très très fort aussi. Red Bull aussi, ça va être intéressant par rapport à Max Verstappen, qui a produit un effort monumental, et Red Bull même dans sa globalité a produit un effort monumental sur le dimanche de course avec une voiture qui était revigorée, ou du moins qui avait un nouvel espoir d'une certaine manière, avec énormément d'améliorations qui sont arrivées du côté du Grand Prix d'Autriche. On en avait parlé la semaine dernière par rapport à ça. Red Bull, c'était un Grand Prix qui était charnière dans un moment où Verstappen pense à partir de Red Bull, ou réfléchit du moins à son avenir du côté du clan de Verstappen, avec possiblement un avenir du côté de chez Mercedes, ou
dans une autre écurie. On va y venir dans quelques instants. Et donc c'est pour ça que le Grand Prix d'Autriche, excepté effectivement l'accident qu'il y a eu, non pas par la faute de Max Verstappen, mais par la faute de la voiture, qu'il y a eu en qualification, eh bien derrière, on a eu un Grand Prix où il a failli s'imposer, Max Verstappen, sur George Russell. D'ailleurs, George Russell, ça m'importait beaucoup de faire ce petit point autour de George Russell. J'ai lu beaucoup de choses aussi. Sachez qu'on m'a catégorisé de hater de George Russell. Voilà, les amis, parce que effectivement, j'ai jamais dénigré George Russell, je n'ai jamais dit quoi que ce soit de mal ici, du moins sur George Russell. Je mets juste en avant mon avis par rapport à la situation du Britannique, où j'explique juste qu'il a des carences dans une bataille pour le titre mondial. Et ça se voit, surtout face à un coéquipier qui n'a seulement que 19 ans. Antonelli, qui a, dans sa difficile course en Autriche, fini quand même 3e de ce Grand Prix. Il limite il limite clairement les dégâts Antonelli, qui avait beaucoup de problèmes, problème de confiance et de ressenti avec ses freins, c'est vrai. Mais pour ce qui est de George Russell, par exemple, je ne trouve pas qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il est dans la bataille pour le titre mondial. Oui, comptablement, il l'est, mais dans le ressenti, même après cette victoire en Autriche, je n'ai pas le sentiment non plus qu'il soit toujours dans la bataille pour le titre mondial, tellement il a de carences depuis le début de la saison pour être au cœur d'une bataille intense pour aller chercher le Graal et pour aller chercher ce titre dont il a absolument besoin chez Mercedes cette saison. D'un autre côté aussi, je voulais revenir par rapport à samedi, c'est là où je voulais me concentrer. Pourquoi on me disait que j'étais aussi un hater de George Russell? Parce que j'ai critiqué la pole position, la manière dont elle a été réalisée, cette pole position de George Russell. Le fait est que la FIA n'ait pas mis un double drapeau jaune au moment où Russell passait était une erreur de sécurité. Ça met en danger, j'ai envie de dire, la Formule 1, cette pole position, dans le sens où ça crée un précédent de sécurité. Même si effectivement on était sous régime de drapeau jaune et effectivement, oui, Russell a relâché, il n'a pas assez relâché du point de vue de la sécurité. Le monde de la Formule 1 s'est véritablement interrogé sur ce qui s'était passé samedi, non pas parce que c'était George Russell, parce que si on se concentre uniquement même sur la performance de Russell, oui, c'était un magnifique tour, mais il a fait aussi surtout ce qu'il avait bon à faire à ce moment-là quand tu es pilote et quand tu es sportif de haut niveau. Tu lâches pas, c'est ta dernière opportunité pour aller chercher une pole position. Tu joues avec le règlement, et il a joué avec le règlement et il a finalement gagné, puisque notamment il a pris la pole, mais il a gagné le lendemain. Là où je voulais en venir particulièrement sur cette pole position, et c'est pour ça que je ne lâche pas concernant cette affaire-là, c'est extrêmement dangereux et ça va créer un immense précédent au niveau de la sécurité, une jurisprudence par rapport à l'avenir. Ça veut dire que demain, on aura des pilotes qui, dans la même situation où Verstappen, par exemple, se met dans le mur, ou un autre pilote se met dans le mur, quand il y a un drapeau jaune, les pilotes vont juste un petit peu relâcher, quitte à créer un suraccident, quitte à se mettre dans une situation de potentiel suraccident. Et c'est clairement une possibilité qu'il y aurait pu y avoir quand on voit que Verstappen se sort. Derrière, Russell aurait pu rater son virage en ayant même relâché aussi d'une manière aussi minime comme il a pu le faire samedi dernier en qualification, et derrière il aurait pu sortir, ça aurait pu créer un suraccident. Voilà en fait là où je veux en venir et voilà là où je veux appuyer. C'était pas parce que c'est George Russell que j'ai critiqué surtout la Fédération internationale de l'automobile, les commissaires de la FIA qui n'ont pas pris la bonne décision et qui ont mis en danger tous les pilotes et particulièrement les deux acteurs, les deux protagonistes de la situation, à savoir Verstappen qui s'était sorti, mais également George Russell. Cette situation va créer un précédent de sécurité et ce n'est pas bon pour la Formule 1, ce n'est pas bon pour ce sport qui est le pinacle du sport auto de prendre de telles décisions à la légère. Il y aurait dû y avoir un double drapeau jaune, la pole de Russell n'aurait jamais dû exister, Russell aurait dû nettement plus relâcher même sous drapeau jaune, parce que même sous simple drapeau jaune, tu te mets en danger aussi. Donc non, il n'aurait jamais dû prendre la pole position et c'est sur ce point-là que je voulais appuyer. Et je pense que dans les commentaires, même si vous êtes fan de Russell, vous comprendrez nettement que mon avis, je pense, si vous êtes lucide, d'une certaine manière. Bref, passons au push mag, les amis, avant de passer au push to talk et bien sûr à Charles Leclerc. J'ai hâte de passer au push to talk, mais cette information qui est tombée il y a tout au long, ça a longtemps été une rumeur et puis finalement ça s'est confirmé par rapport à Max Verstappen. Attention, ce que je vais vous montrer, si vous êtes sur YouTube et si vous êtes sur les plateformes de podcast, je vais vous décrire ça, vous inquiétez pas, mais ça risque de
faire mal à la rétine. 3, 2, 1, voilà, oui, cette image. Max Verstappen avec l'outfit McLaren, oui. C'est clairement une possibilité parce que c'est le gros sujet de la semaine qui a eu lieu en marge du Grand Prix d'Autriche. L'avenir de Max Verstappen a continué d'alimenter toutes les discussions du paddock et il y a une info qui change clairement vraiment la donne. Selon Sky Sports, eh bien, des représentants de Verstappen ont rencontré McLaren et attention, c'est même important, ces discussions n'ont pas été initiées par McLaren, elles ont été initiées par le clan de Max Verstappen, donc notamment avec le manager particulièrement donc de Max Verstappen, à savoir Raymond Vermeulen. C'est lui qui est allé frapper à la porte de l'écurie Papaye. Pourquoi c'est énorme? Parce que jusqu'ici McLaren n'a jamais été perçu comme une destination véritablement réaliste pour Verstappen. On parlait plutôt de Mercedes ou Toto Wolff a longtemps courtisé le néerlandais et courtise toujours d'ailleurs le néerlandais, ou même, allez on va le dire, Aston Martin l'an dernier, il y avait beaucoup ces questions-là autour de Max Verstappen. Mais c'est vrai que beaucoup disent que la situation de Mercedes s'est refroidie avec l'éclosion d'Antonelli, et bien sûr Aston Martin on n'en parle même plus tellement la situation est catastrophique. Ces deux portes se seraient refermées. À mon sens, la position de Mercedes n'est pas refermée. Si demain Verstappen dit à Mercedes qu'il veut venir chez Mercedes, il viendra chez Mercedes et Russell sautera. C'est mon opinion, c'est mon humble avis dessus. Mais d'autres disent, je vous invite à donner vos avis en commentaire, mais certains disent que non, Mercedes c'est fini. Reste donc McLaren si on va sur toutes ces suppositions. Et il y a une raison très concrète forcément à cet intérêt clair de McLaren, à savoir Giampiero Lambiase, l'ingénieur de course de Verstappen, celui avec qui il forme l'un des duos encore aujourd'hui, pilote-ingénieur les plus légendaires du paddock. Giampiero Lambiase a signé donc GP pour rejoindre McLaren en 2028 et d'ailleurs même potentiellement comme team principal. C'est une grosse rumeur qui a éclos justement l'officialisation de l'arrivée de Giampiero Lambiase du côté de chez McLaren. Bref, c'est un signal fort. Rappel du contexte, bien sûr, on en parlait la semaine dernière, mais Verstappen est sous contrat avec Red Bull jusqu'à la fin 2028, mais il dispose d'une clause de sortie s'il n'est pas dans le top 2 du championnat au moment de la pause estivale, à savoir en août. Il pourra donc partir pour 2027. Et actuellement, il est 7ème du championnat, 7ème seulement à Max Verstappen. Et c'est là où Zak Brown entre en scène. Parce que cette déclat de Zak Brown, les amis, elle est quand même assez violente. Là où Zak Brown est très fort et il entre en scène, il a été interrogé directement sur la grille en Autriche pour savoir si Verstappen pourrait atterrir du côté de chez McLaren. Mais il n'a pas démenti et il a juste souri. Et ensuite, il a livré une déclaration qu'il faut décortiquer parce qu'elle est limite à la fois un message de soutien à Norris et Piastri, mais également un avertissement à peine voilé. Je cite Zak Brown, écoutez bien. Je serais très surpris que Lando ou Oscar rejoignent une autre équipe, ils sont très heureux et nous avons des contrats, mais même sans contrat, nous sommes très heureux avec eux. Jusque-là, tout va bien. Mais il continue avec, selon ses propres mots, de l'humour. Si pour une raison totalement étrange, quelqu'un glissait sur une peau de banane en sortant de son bain, alors évidemment, Max Verstappen est quadruple champion du monde. Une blague peut-être, mais le message en soi est clair. Si une place se libère du côté de chez McLaren, Verstappen est sur la liste. Et il est surtout la première personne sur cette liste. C'est une mise en garde, à mon sens, à peine déguisée. Norris, Piastri, vous êtes nos pilotes, vous êtes heureux ici, mais ne vous endormez pas. Parce que Max Verstappen, quadruple champion du monde, meilleur pilote du monde à mon sens aujourd'hui, reste une opportunité que personne chez McLaren n'ignorera s'il venait à se présenter, si cette opportunité venait à se présenter. Ce qui est assez intéressant, et je vais remettre aussi un peu de contexte sur pourquoi Zak Brown a surtout dit ce genre de déclaration, ce style de déclaration, une mise en garde à peine voilée, je le rappelle. C'est parce qu'il y a beaucoup de rumeurs et beaucoup d'informations, même j'ai envie de dire, comme quoi Oscar Piastri et le management d'Oscar Piastri sont en train de discuter avec beaucoup de monde dans le paddock, notamment avec Red Bull, pour faire sortir Oscar Piastri de McLaren. Semblerait-il que la saison 2025, elle reste en travers de la gorge à mon sens, à mon analyse du moins, la saison 2025 reste toujours en travers de la gorge, des gorges du moins du clan Piastri, avec le sentiment peut-être que McLaren a plus été du côté de Lando Norris que du côté de Oscar Piastri, ce que je ne pense pas. J'ai plus le sentiment qu'Oscar Piastri
a aussi cédé sous la pression et n'a pas réussi à tout mettre en place mentalement pour résister à Lando Norris et résister également à une bataille dans le titre mondial. Je rappelle quand même que Oscar Piastri, il avait plus de 100 points d'avance sur Max Verstappen et pourtant à la fin de la saison, il termine derrière Max Verstappen. Il termine 3e du championnat du monde en 2025, pilote justement Oscar Piastri. Donc je m'interroge sur le management de Oscar Piastri, si oui ou non ils font bien les choses, parce que cette déclaration justement de Zak Brown, elle n'est clairement pas anodine. Je pense que Lando Norris, il n'y a pas de problème, il restera du côté de chez McLaren. C'est un pilote McLaren et on pense tous, je pense sincèrement que il a envie de rester du côté de chez McLaren et il est bien. C'est un pilote qui a été mis en Formule 1 par McLaren. Il a une fidélité un peu à l'image d'ailleurs de Charles Leclerc pour l'écurie britannique. Mais pour ce qui est d'Oscar Piastri, c'est pas un pilote qui est né chez McLaren, c'est un pilote qui a été formé par l'Alpine Academy, c'est un pilote qui a été pris par McLaren à l'Alpine Academy. C'est vrai que oui, on lui a donné l'opportunité d'être en Formule 1, d'être pilote titulaire, de se batailler dès sa 2e ou 3e saison en Formule 1 pour un titre mondial. Il l'a échoué, mais aujourd'hui, il semblerait que le clan Oscar Piastri ne se sente plus en sainteté du côté de chez McLaren et discute à droite à gauche. Alors oui, c'est vrai, en Formule 1, il est normal de discuter à droite à gauche, de prendre des informations, sauf que semblerait-il que ces prises d'informations sont un peu plus concrètes. Voilà, on cherche véritablement une certaine porte de sortie pour Oscar Piastri qui ne se sentirait plus en odeur de sainteté du côté de chez McLaren. Pendant ce temps, en tout cas, Red Bull ne reste pas les bras croisés. Tout le week-end en Autriche, l'écurie a multiplié les réunions pour convaincre son pilote vedette de rester. Le manager de Verstappen, Raymond Vermeulen, a rencontré à plusieurs reprises le dirigeant de Red Bull, dont l'actionnaire principal Mark Mateschitz, mais le clan Verstappen refuse à l'heure actuelle, pour l'instant, tout rachat de clause de sortie. Aucune décision dans l'immédiat. On n'en avait pas la semaine dernière, mais Red Bull, pour éviter un départ de Max Verstappen, avait entamé des discussions avec le clan Verstappen pour racheter dans le contrat de Verstappen avec Red Bull elle-même, eh bien, les différentes clauses de sortie de Max Verstappen. Donc ça aurait coûté des millions d'euros à Red Bull, c'est dire à quel point Red Bull veut que son joyau reste du côté de chez Red Bull. Mais à l'heure actuelle, la situation est très complexe, très compliquée. Pourquoi ? Parce que si Verstappen, Verstappen en soi, c'est lui, il veut la meilleure voiture. Aujourd'hui, il n'a pas le sentiment, à l'heure actuelle, je dis bien, que Red Bull pourra lui fournir une voiture décente, une voiture capable d'aller chercher le titre mondial la saison prochaine, ou ne serait-ce que même dès cette saison, bien sûr. Les clauses, ce qui est sûr et certain, c'est que à la trêve estivale en août, Verstappen aura la clause de sortie qui sera activable. Il pourra appuyer sur le bouton. C'est indéniable. Jamais Max Verstappen se retrouvera 2e du championnat du monde. À la trêve estivale, il est 7e à l'heure actuelle. Si je ne me trompe pas, je vais revérifier juste après. Mais il est toujours 7e du championnat. C'est beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. Impossible que Verstappen soit 2e. Donc oui, c'est un fait. Red Bull est obligé de tenter de racheter la clause de sortie parce que sinon, Max Verstappen aura enfin son destin entre ses mains pour choisir où est-ce qu'il sera l'année prochaine. Et il y a un élément qui change peut-être la trajectoire de cette histoire, parce que oui, c'est un fait, Red Bull a fait un vrai pas en avant en Autriche avec son nouveau package aérodynamique. Pour la première fois cette saison, Verstappen s'est battu pour la victoire à moins de 2 secondes de Russell à l'arrivée. Et si cette dynamique se confirme à Silverstone, puis à Spa et même à Budapest, eh bien avant la pause estivale, Red Bull pourrait bien calmer le jeu. Mais si la voiture retombe au milieu de peloton, la porte McLaren, elle, restera grande ouverte. 3 courses et tout un championnat de pilotes qui pourrait basculer. Alors même, ça m'amène une autre question par rapport à Verstappen et par rapport à McLaren. Si demain, Verstappen dit à McLaren, je veux venir du côté de chez McLaren. Et ça, c'est une question que je vous pose directement dans les commentaires. En même temps, je suis en train de vérifier le classement du championnat du monde de F1, mais je crois qu'il est toujours 7e, Max Verstappen. Mais c'est une question que je vous pose directement, les amis, en commentaire. Oui, effectivement, il est toujours 7e. Il a 73 points, 79 points pour Leclerc qui est 6e. Si demain, si aujourd'hui, dans les prochaines heures, Verstappen avec Red Bull, il se dit non, j'active ma clause de sortie, je sais que je ne serai pas 7e, donc je peux d'ores et déjà vous dire que je ne serai pas chez Red Bull l'année prochaine. Et qu'il n'appelle pas Toto Wolff, mais qu'il appelle Zak Brown. Et il lui dit, ok Zak, je veux venir chez McLaren en 2027. Qu'est-ce que répond Zak Brown ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que fait McLaren ? Est-ce que McLaren dit à Max Verstappen, écoute,
On peut pas faire partir Lando Norris, on peut pas faire partir Oscar Piastri, ce sera pas possible pour nous. Ou est-ce que Zak Brown dit à Max Verstappen, ok, pas de souci, ok, tu viens avec nous et on va faire en sorte de casser le contrat de Oscar Piastri. Voilà, parce que je ne pense pas que Lando Norris soit partira. Hein. Moi, c'est plus Oscar Piastri qui est en danger. Voilà la situation. Moi, je pars toujours du principe que Max Verstappen est le meilleur pilote du monde. Pour moi, le meilleur pilote du monde fait en sorte qu'il peut aller là où il veut. C'est-à-dire que si demain, Max Verstappen appelle Zak Brown pour aller chez McLaren, Zak Brown dira « Ok, pas de souci, je viens un de mes pilotes pour t'accueillir. Normal, tu es le meilleur pilote du monde. » Si demain, Max Verstappen appelle Mercedes et Toto Wolff, Mercedes laissera une place, donc effectivement, à Max Verstappen. Ils diront à Russell « Merci, bonne soirée. Max Verstappen est là et on va prendre Max Verstappen. » Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur pilote du monde. Mais il y a plus une certaine... je trouve que c'est plus intéressant aujourd'hui peut-être pour Max Verstappen d'aller du côté de chez McLaren parce qu'il y a différents projets. Il y a un projet dont on oublie beaucoup de parler, mais c'est le projet des 24 heures du Mans. À partir de l'année prochaine, McLaren va faire son retour dans la catégorie reine des 24 heures du Mans, qui est donc l'année prochaine l'Hypercar, encore une fois. L'Hypercar, McLaren sera en Hypercar l'an prochain aux 24 heures du Mans, donc en endurance. Et ça peut être, et on sait à quel point Max Verstappen a envie de faire les 24 heures du Mans et surtout dans la catégorie reine. Donc, McLaren pourrait offrir à Max Verstappen une magnifique opportunité de gagner les 24 heures du Mans et de faire d'ailleurs une certaine avancée dans la quête de la triple couronne. Vainqueur du Grand Prix Monaco ou vainqueur des championnats du monde de Formule 1 et vainqueur des 24 heures du Mans. Pour moi, sincèrement, je pense que Lando Norris ne doit pas se sentir menacé. Celui qui est en danger à l'heure actuelle du côté de chez McLaren, c'est Oscar Piastri. La décla que nous a sorti Zak Brown, c'est une menace à peine voilée quand même pour Oscar Piastri en disant écoute mon coco, toi ce que tu nous fais en ce moment, aller discuter à droite à gauche et d'une manière un peu plus concrète, soit tu te calmes, soit si Verstappen veut venir, toi tu dégages. C'est un peu ça le ressenti que j'ai. Voilà en tout cas. Mais pour moi, clairement, Max Verstappen du côté de chez McLaren, c'est totalement quelque chose qui est possible et plausible dans la situation où est McLaren et dans la situation où est Max Verstappen avec Red Bull Racing. Et ce serait pour moi, si Verstappen vient à signer du côté de chez McLaren, c'est peut-être l'un des transferts les plus inattendus qu'on ait pu avoir dans les dernières saisons en Formule 1. Tu vois, Hamilton chez Ferrari, il y a peut-être une certaine... Pour moi, c'est pas inattendu, tu vois, c'est énorme, magnifique, historique, et c'est pour l'héritage de la Formule 1, c'est fantastique, mais c'est pas inattendu. Par contre, Verstappen qui va chez McLaren, alors ça, c'est totalement inattendu. Hein. Alors ça les amis, ça fait partie des choses auxquelles je ne m'attendais pas trop, finalement. Mais le projet 24 heures du Mans est très séduisant, et surtout McLaren a un atout en plus dans sa manche, à savoir Giampiero Lambiase, qui va donc être chez McLaren à partir de 2028. L'ingénieur historique donc de Max Verstappen sera plus chez Red Bull à partir de 2028, mais sera du côté de chez McLaren. Et peut-être que Max Verstappen aura aussi envie de suivre le sillage justement de Giampiero Lambiase, son ami de toujours, d'une certaine manière. Donc ouais, pour moi, McLaren avec Max Verstappen, c'est clairement possible, les amis. Donc ouais, allons directement donc sur le push to talk les copains, mais avant on boit de l'eau parce que l'eau c'est important, bientôt il n'y en aura plus. Allez, on passe au cœur de cet épisode, donc le push to talk. Que se passe-t-il avec le fils prodigue de la Scuderia Ferrari? Que se passe-t-il avec Charles Leclerc? Depuis le Grand Prix de Miami, le monégasque est méconnaissable, sans solution, sans confiance, les erreurs s'accumulent, des accidents en qualification, des abandons en course, des freins défaillants, au point de changer de fournisseur en pleine saison. On passe de Brembo à Carbon Industries. Et c'est Charles Leclerc qui en a forcément payé le prix en début de saison. Mais voilà ce qui rend cette histoire vraiment particulière. Charles Leclerc, ce n'est pas n'importe qui chez Ferrari. C'est l'homme que Maranello a choisi, l'homme sur qui l'écurie a tout misé depuis 2019, le fils préféré, celui qui devait enfin ramener les titres à la Scuderia après des années de disette. C'est ça le poids que Charles Leclerc porte depuis qu'il a mis les pieds à Maranello et surtout qui a prolongé avec la Scuderia jusqu'au-delà de la saison 2030. Et pendant que
lui, il s'enfonce Grand Prix après Grand Prix, il est vrai, dans le même garage, avec la même voiture. Sir Lewis Hamilton, lui, gagne à Barcelone. Son premier succès sur les couleurs rouges, triomphal, salvateur. Ce n'est pas juste une série noire pour Charles Leclerc, ce n'est pas juste une mauvaise passe, c'est une inversion de pouvoir, silencieuse, radicale et peut-être irréversible, peut-être bien sûr. Alors aujourd'hui, on va se poser les vraies questions. Leclerc est-il en train de perdre sa Scuderia Ferrari? Mérite-t-il toutes les critiques qu'on entend en ce moment et pourquoi concrètement il vit un tel calvaire? Parce que personnellement, j'ai un avis là-dessus. Et certaines choses qui ont été dites ces dernières semaines sur Charles Leclerc, je les trouve franchement aberrantes. Pardon. On va tout décortiquer sans langue de bois. Donc, c'est parti. Je rappelle les copains, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire par rapport à la situation. Je sais que le débat est très clivant autour de Charles Leclerc. J'ai le sentiment aussi que beaucoup ont la critique facile sur le monégasque. Et dans le même temps, c'est assez intéressant, beaucoup n'osent pas critiquer Charles Leclerc. Beaucoup n'osent pas critiquer Charles Leclerc au sein même de la Scuderia, la situation de Leclerc chez Ferrari. C'est un peu paradoxal. Certains, soit ils y vont franchement, soit ils n'osent pas y aller. On va essayer de décortiquer un petit peu tout ça et de se poser vraiment tranquillement pour aller au fond du sujet, les copains. Bon, déjà, commençons par les faits, parce que oui, les faits sont assez implacables. Depuis le début de cette saison 2026, Charles Leclerc a terminé 2 fois sur le podium et à la 3e place et 2 fois 4e. Sinon, c'est 2 8e places et bien sûr 2 DNF, donc 2 abandons. En face, Lewis Hamilton, c'est 4 podiums, dont une victoire avec bien sûr la même voiture. Voilà le point de départ. Voilà ce qu'on doit comprendre avant d'aller plus loin. Le point de bascule pour Leclerc, c'est certainement le Grand Prix de Miami. Dans un manque de rythme criant et même assez terrifiant, le Monégasque passe de la 3e à la 6e place dans le dernier tour de course. Et comme si ça ne suffisait pas, il est même sanctionné par les commissaires pour avoir coupé plusieurs virages. Il termine donc encore plus loin, 8e si je ne me trompe pas. En manque de rythme, une dégradation de pneumatiques monstre. Les premiers signes du calvaire commencent à s'afficher. Au Canada, les galères s'enchaînent, un ressenti qui a été très difficile avec la voiture, une confiance qui s'effrite, même un accident, un free practice dans un week-end sprint, là où l'erreur coûte encore plus cher parce qu'il n'y a pas forcément pas de séance de rattrapage, on va appeler ça ainsi. Malgré une 4e place, il le dit lui-même et ses mots, retenez-les bien. Ce fut un week-end horrible, mais alors vraiment horrible. C'était sans doute le week-end le plus difficile de ma carrière en Formule 1. Maintenant que la course est terminée, je peux l'affirmer avec certitude, je n'ai pas réussi à faire tourner les pneus de la bonne plage de température. Le week-end le plus difficile de sa carrière, ce sont ces mots. J'ai envie de rajouter le même de Homer Simpson, c'est le week-end le plus difficile pour l'instant. Je rigole. À ce moment précis, le contraste est assez flagrant, presque cruel, parce que Lewis Hamilton, lui, montait sur le podium pour la première fois avec Ferrari, donc au Canada, avec la même voiture, j'insiste dessus. Après ce week-end, quelque chose est ressorti, un sujet qu'on ne peut pas ignorer, la question des freins, ou plutôt des disques de frein Brembo. On en avait déjà parlé dans l'épisode consacré à la renaissance de Lewis Hamilton après son succès à Barcelone. Mais il faut y revenir parce que c'est le symbole de tout ce qui se joue en ce moment même pour Ferrari et surtout pour Charles Leclerc. Depuis le Grand Prix du Japon, je rappelle l'histoire, Ferrari a installé sur la SC26 des disques Carbon Industries sur la Ferrari de Lewis Hamilton. Le même fournisseur qu'Hamilton utilisait chez Mercedes pendant des années. Parce qu'en arrivant à Maranello, il avait dû basculer sur les Brembo, partenaire historique bien sûr de la Scuderia Ferrari, presque sacré de la Scuderia. Et ça n'a jamais collé avec le style de pilotage du Britannique. Jamais. Les disques Carbon Industries offrent un mordant initial certainement beaucoup plus franc, exactement ce qu'il lui fallait à Lewis Hamilton. Ce changement, c'est lui qui l'a exigé. Il a haussé le ton, Ferrari a dit oui, et depuis, c'est un tout autre Lewis Hamilton. Leclerc, lui, a dû attendre Barcelone pour avoir des disques de frein Carbon Industries. Et il y a un truc où je veux être clair par rapport à ça. Les Brembo, dans cette nouvelle réglementation, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais c'est un problème qui est profond et qui est réel. Je prends l'exemple d'une écurie qui est aux antipodes, clairement, des performances de Ferrari. Je prends l'exemple de Cadillac. Cadillac, c'est immonde. On a des freins qui surchauffent, qui explosent et qui ne fonctionnent tout simplement pas. Et quand je dis pas, genre je prends l'exemple de Bottas en Espagne, en free practice, des freins hors service. Bout de ligne droite, les freins marchent plus. Excusez-moi, c'est normal ce qu'on a là en ce moment du côté de chez Brembo.
C'était pas acceptable. Et Leclerc a piloté avec ces disques de frein pendant des semaines. Je reviens vraiment sur Cadillac, mais ça fait 4 Grands Prix désormais que Cadillac a continuellement, à chaque séance, des problèmes de frein. Brembo, désolé de le dire, c'est immonde. Il doit y avoir un dysfonctionnement interne et un défaut interne à ces disques de frein-là, mais pour surchauffer, pour exploser et pour même carrément ne plus marcher du tout, ce n'est pas acceptable. Et je pense qu'on peut dire quand même avec une certaine confiance que sur l'histoire de Cadillac, et même d'ailleurs avec Ferrari parce que ça s'est vérifié au Grand Prix Monaco, que c'est pas de la faute de Cadillac, c'est de la faute de Brembo. Et il faut vraiment le dire, il faut vraiment le signifier. Pour ce qui est de Leclerc, encore une fois, je reviens là-dessus, mais j'en ai parlé un petit peu juste avant, mais Monaco en est le symbole parfait. Son accident en course en fin de Grand Prix, ce n'était pas seulement à cause de l'asphalte. La question des freins s'est vérifiée aux data, et ce n'est pas acceptable, je le répète, de la part de Brembo. Pourtant, regardez ce qu'il a réussi à faire en qualification avec ce matériel Brembo, 5e sur la grille, dans le tour le plus à la limite de la saison. Il a fait des miracles avec des freins qui étaient immondes. Il a été certaines fois le plus rapide en séance d'essai libre. Mais en course, c'est vrai, premier DNF de la saison. On l'a vu furieux comme pas possible à la radio, mais surtout nier sa responsabilité dans cet accident en fin de course à Monaco. Ce qui est rarissime chez lui. Leclerc, c'est un pilote qui se met toujours la pression, qui reconnaît toujours ses erreurs. Cette fois, non. Et je pense que, quelque part, il savait que ça allait l'empêtrer dans ce calvaire-là. C'est parce que ce genre d'accident, ça fait perdre sa confiance. Parce que tu sais que tu fais tout ce que tu peux avec ces freins-là, mais et avec ce système de freinage dans cette nouvelle réglementation, tu as du mal à t'acclimater à cette nouvelle ère de la Formule 1, et donc ça te fait perdre, avec ce genre de ressenti, toute confiance en ton pilotage. Et ça met du temps dans ces voitures extrêmement complexes à revenir la confiance. C'est un premier coup de massue de toute façon à la maison pour Charles Leclerc. Et puis à Barcelone, la semaine suivante, nouveaux freins Carbon Industry qui sont installés, un espoir de tourner la page, c'est vrai, mais qualifications, là il faut le dire, toujours entaché dans sa confiance, des qualifications dans le mur en Q3, nouveau coup de massue, la confiance est encore plus entachée. En course, par contre, il n'était pas au niveau de Sir Lewis Hamilton qui s'impose, et Leclerc a derrière un problème de direction, 2e DNF consécutif. Et là, l'image est quand même très difficile à accepter, très compliqué à accepter, à être enclin avec ça. Ton coéquipier, qui était à la ramasse l'an dernier avec Ferrari, pour la première saison avec les Rouges, rappelons-le, vient gagner avec ta voiture dans ton écurie, avec la SF26, pendant que toi, tu rentres au garage après la course. En Autriche, Leclerc devait rebondir. Et là, SF26 montre un niveau qui était fantastique sur un tour. C'est vrai, une pole qui aurait dû le revenir puisque Leclerc est 2e et Hamilton 3e sur la grille. Mais en rythme de course, mon Dieu, une horreur. Il part 2e, il termine 8e. De la 2e place, de la 2e place à la 8e place. Alors oui, il y a des explications et c'est vérifiable. Le Red Bull Ring était considéré comme l'un des circuits les moins favorables à la SF26. Peu d'appui latéral, de longs tronçons en pleine accélération, une grande importance accordée au groupe autopropulseur, des limites anticipées. Silverstone, à titre d'exemple, constituera donc un test bien plus significatif. Ferrari rapportera des évolutions, les virages rapides et les charges latérales élevées donneront une image plus fiable du potentiel réel donc de cet SF26. Mais pour Leclerc, ce week-end en Autriche a été le point culminant de son calvaire, parce que ça a surtout traduit une incompréhension profonde autour de cet SF26. Il le dit après la course, et retenez même d'ailleurs ces mots. J'ai travaillé très dur ces dernières semaines, car il y avait toujours une raison ou une autre qui me posait problème. Ce sont des voitures qui sont très sensibles à la manière dont on les positionne. Dès que vous n'êtes pas dans la bonne fenêtre de réglage, vous en payez le prix fort. Cela signifie probablement que je n'ai pas vraiment d'idée claire de ce que j'attends de cette voiture. Je dois trouver. Je n'ai pas d'idée claire sur ce que j'attends de cette voiture. C'est ce que Charles Leclerc a dit. Et l'homme que Ferrari a choisi, l'homme sur qui Maranello a tout misé. Et en ce moment, il cherche encore sa place dans cette nouvelle réglementation. Voilà où est-ce qu'on en est et voilà ce qui se passe. Forcément, dans un contexte où Leclerc traverse la passe la plus difficile de sa carrière chez Ferrari, et dans le même temps, son coéquipier est plus en capacité à maximiser la question va se poser. Elle se pose déjà.
est-ce que Ferrari va basculer sur Lewis Hamilton? Rien que de poser cette question en soi, ça fait très mal. Même si la question, elle est légitime. Je pense qu'on est tous d'accord. Mais, et je vais même aller plus loin. Je ne pensais pas qu'on allait se poser cette question cette saison. Pas maintenant et pas aussitôt. Parce que c'est difficile parce qu'on parle de Charles Leclerc, un pilote qui est totalement dévoué à la Scuderia Ferrari, qu'il a toujours été. Un pilote sur qui la Scuderia a tout misé, encore plus aujourd'hui sur Frédéric Vasseur. Un pilote qui a lié son avenir à Maranello avec une prolongation record au-delà de 2030. Pourtant, pour l'heure, c'est Sir Lewis Hamilton qui est factuellement le meilleur. Plus en capacité à maximiser dans les situations les plus difficiles. Quand Leclerc est sans solution, Hamilton, lui, sauve les meubles. Et j'en reparlerai un peu plus tard, mais j'ai peur et j'ai vraiment peur que Charles Leclerc, qui a déjà 28 ans, reste un champion finalement sans couronne. Un pilote incroyablement talentueux, mais qui n'a pas les moyens de devenir champion du monde dans l'écurie où il est actuellement. Et c'est vrai qu'il y a eu des débats très intéressants au cours de la semaine écoulée, en particulier avec la déclaration du champion du monde 1997, Jacques Villeneuve plutôt. Toujours aussi cinglant, c'est vrai, le Canadien, toujours aussi direct. Et sur Leclerc, il n'a pas mâché ses mots. Il explique, Jacques Villeneuve, Lewis Hamilton sait comment gagner et il sait ce qu'il faut pour y parvenir. Et s'il sent la moindre opportunité, il ne fera aucun cadeau. Ferrari doit donc se concentrer sur Lewis s'ils veulent avoir une petite chance de gagner. La décision est facile à prendre parce que Leclerc est assez loin derrière. Leclerc a eu le temps de construire l'équipe autour de lui, mais il ne l'a pas fait. Il faut se rappeler comment il est arrivé chez Ferrari, Charles Leclerc. Après une saison moyenne chez Sauber, il a soudainement reçu un énorme contrat digne d'un champion du monde, peut-être trop gros, trop tôt, trop vite. Il n'a jamais vraiment eu besoin de construire quoi que ce soit autour de lui, tout lui a été donné, tout était déjà là. Puis Lewis arrive, galère avec la voiture, galère avec l'équipe, ça prend du temps de construire tout ça. Donc Leclerc était plutôt tranquille, il avait l'air bon à côté de Lewis, mais à partir du moment où Lewis s'est réveillé, à partir du moment où il a fait de cette voiture et de cette équipe les siennes, Leclerc n'était pas préparé à ça. Alors je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, Jacques Villeneuve, notamment sur la question de Sauber, la saison de Leclerc chez Sauber n'était pas moyenne, elle était très très bonne déjà. Mais il y a certains points qui sont compréhensibles et ça mérite qu'on s'y arrête vraiment. Parce que la question est légitime. Est-ce que Charles Leclerc a construit le bon environnement pour devenir champion du monde avec la Scuderia ? La première saison de Leclerc avec Ferrari remonte à 2019. Et quand Leclerc dit « Leclerc a eu le temps de construire l'équipe autour de lui, mais il ne l'a pas fait », factuellement, je peux être tenté de le rejoindre. Et j'ai envie de dire malheureusement. Mais il serait totalement injuste de mettre la faute uniquement sur Charles Leclerc. Parce qu'il faut rappeler dans quel état était la Scuderia Ferrari avant l'arrivée de Frédéric Vasseur. Instable dans tous les secteurs, un environnement toxique, une écurie malade sans aucune remise en question. Leclerc a dû évoluer dans cet environnement pendant des années. Sourire, subir et surtout espérer. Quand Vasseur arrive pour 2023, il reconstruit tout. Il choisit ses hommes. Il assainit plusieurs années de dur labeur pour arriver à donc cette saison 2026 avec une Scuderia enfin debout avec Leclerc toujours au cœur de ses projets. Voilà la vérité. Il ne faut pas la cacher, il ne faut pas la nier. Donc comparer Leclerc et Hamilton sur la base du passé, c'est totalement injuste. Les contextes ne sont pas les mêmes et les histoires ne sont pas les mêmes surtout. Cependant, j'insiste, et sur ce cependant, se poser la question à l'instant T sur la base des performances actuelles, si Hamilton aujourd'hui a plus de chances d'aller chercher le titre que Leclerc, c'est compréhensible et oui, c'est honnête. D'ailleurs, la déclaration la plus juste que j'ai entendue cette semaine, c'est celle de Juan Pablo Montoya. C'est un moment vraiment important pour Charles de voir comment Lewis a fait progresser l'équipe et d'en tirer des leçons. Bien sûr, il veut battre Lewis et il le battra dans beaucoup de courses, bien sûr. Mais c'est une opportunité incroyable pour Charles Leclerc de comprendre ce qui fait de Lewis Hamilton un septuple champion du monde. Ça, je suis entièrement d'accord. Et ça, pour le coup, à la différence des propos de Jacques Villeneuve, c'est une déclaration constructive. Et ce sont des conseils constructifs. Et c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai toujours affirmé.
plusieurs fois au cours de sa carrière chez Ferrari, il a été reproché en fait à Leclerc de plus subir que d'agir, de se laisser faire plutôt que de se faire entendre. Et honnêtement, à certains moments, c'est vrai. Et il y a eu tellement de fois où Leclerc a subi des erreurs stratégiques, des erreurs de développement qui n'allaient pas dans son sens. Pourtant, Leclerc est resté fidèle, car il croit que la Scuderia, sous Frédéric Vasseur désormais, est l'endroit où il faut être. Quand Hamilton est arrivé en 2025, il s'est fait comprendre immédiatement pour le projet 2026. Il a exigé ce qu'il voulait, sans négociation possible. C'est la force d'un septuple champion du monde qui sait exactement ce dont il a besoin pour triompher. Une force d'imposition. Pour moi, et ça revient à ce que je disais un petit peu au début de la saison, pour moi, Charles Leclerc deviendra champion du monde grâce à Sir Lewis Hamilton. Il a à ses côtés le plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1. Oui, c'est son principal adversaire en piste, mais c'est surtout son principal allié au sein de la Scuderia. Ferrari a le meilleur line-up de la grille, le line-up le plus intelligent, au sein d'une écurie qui n'est plus malade et qui est capable à nouveau de remporter des courses. Même si Leclerc est dans une passe qui est tellement difficile, il va se relever. Parce que c'est un pilote incroyablement talentueux. Et surtout parce qu'il a à ses côtés un Lewis Hamilton qui veut tout comme Charles Leclerc, remettre la Scuderia dans la course au titre. Un pilote qui sait exactement ce qu'il doit imposer et exiger à une écurie pour triompher. Et ça, Leclerc peut l'apprendre. Leclerc doit l'apprendre. Et Leclerc doit l'apprendre de Sir Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, à mon sens, rendra Charles Leclerc plus fort. Parce qu'après son passage donc, de Lewis Hamilton chez Ferrari, Leclerc, à mon sens, saura comment gagner un titre mondial au contact du meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1. Certainement, aujourd'hui, Hamilton a pris un ascendant sur Leclerc. Il serait bête de le nier. Et même si j'avais misé sur Leclerc champion du monde en fin de saison dans mes prédictions, je revois ma copie, ça je le dis. La course au titre aujourd'hui, elle se joue entre Antonelli et Hamilton. Non, je ne mets toujours pas Russell dans la course au titre. Mais sur la longueur, sur plusieurs années, je ne pense pas que Leclerc perde sa place de futur champion du monde chez Ferrari. Il est le cœur de ce projet. Il l'a toujours été. Et ça, c'est dans le sang et c'est indélébile. C'est dans le sang Charles Leclerc et Ferrari et Charles Leclerc. C'est dans le sang et c'est indélébile. C'est indéniable, en fait. Et c'est pour ça que je trouve totalement incompréhensible les violentes critiques que se prend Charles Leclerc en ce moment. On parle d'un homme qui est totalement dévoué à la cause de la Scuderia. Un homme qui, quoi qu'il arrive, marquera l'histoire de Ferrari. Un homme qui a la confiance absolue de Maranello, concrétisée par une prolongation de contrat record, je le répète, au-delà de 2030. J'en parle beaucoup parce que c'est une prolongation de contrat qui est historique pour Charles Leclerc. Je rappelle qu'il est arrivé, et même dans le monde de la Formule 1, je rappelle qu'il est arrivé dans la famille Ferrari, donc avec la Ferrari Driver Academy au début, en 2016. 2016-2026, ça fait 10 ans. Il va terminer son nouveau contrat Ferrari au-delà de 2030. Ça va faire 15 ans chez Ferrari quand même. Hein. Ça peut faire plus de 15 ans chez Ferrari. Vous vous rendez compte de la dinguerie quand même pour Charles Leclerc. Attendez. Mais là où je veux en venir, c'est que dès que ça traverse une passe difficile, ah ça y est, il est nul. Non mais on est chez les fous. Je comprends pas ça en fait. L'histoire de dire que je comprendrai jamais comment on peut dire que Charles Leclerc est nul. Oui, il traverse une passe difficile. Et là, derrière, dès que c'est un peu difficile, on critique direct. On dit « Ah, il est nul. Ah, il est mauvais. Ah, il a pas sa place chez Ferrari. Il n'a rien face à Lewis Hamilton. » Mais on est chez les fous. On est chez les fous. Zéro indulgence. Zéro mémoire surtout. Et c'est aberrant. Parce que dans toute sa carrière avec la Scuderia, Leclerc a toujours cru en Ferrari. Même quand Ferrari le lâchait par des choix stratégiques catastrophiques en week-end de course. Même quand le développement de la voiture n'allait pas dans le bon sens. Un pilote aussi incroyablement talentueux qu'est Charles Leclerc ne méritait pas ça. Pourtant, il est toujours là, debout, fidèle. On parle d'un homme qui a passé la majorité de sa carrière chez Ferrari dans une écurie qui était malade et qui a eu plusieurs fois l'opportunité de partir, de signer ailleurs, ce qu'il a toujours refusé, toujours. Alors oui, dans cette nouvelle ère de la Formule 1, c'est difficile depuis quelques week-ends, c'est vrai. Personne ne le nie, mais de là à tout remettre en question, il faut être fou.
Leclerc n'a jamais été mauvais et il n'est pas devenu mauvais du jour au lendemain. Dire le contraire, c'est une méconnaissance profonde de ce sport de haut niveau et de l'exigence brutale bien sûr qu'est la Formule 1. Émettre des questions, formuler des critiques constructives, c'est légitime. Et je parlais justement de Juan Pablo Montoya juste avant. Mais venir affirmer que Leclerc est nul, c'est ne rien connaître à ce sport, absolument rien. Parce que les faits, eux, ne mentent pas. Dans toute sa carrière, Charles Leclerc, par exemple, n'a jamais eu une voiture capable de se battre pour le titre mondial. Sur une saison entière, jamais. 2022, il a une voiture performante, mais moins d'une demi-saison. Parce qu'après, il y a une directive technique de la FIA qui plombe la Scuderia. Le développement part dans un mauvais sens. Le tout dans une écurie encore malade sous Binotto. Et pourtant, il termine vice-champion du monde en 2022. Vice-champion du monde avec une voiture qui s'est effondrée en cours de saison. Mais même avant la Formule 1, les performances iconiques en Formule 2 et en F3, en GP3, en F3 ou en GP3, je ne sais plus comment s'appelait la formulation à l'époque, un palmarès qui ne laisse aucun doute sur ce qu'il est et qui il est en termes de talent. 2019, ses 2 premières victoires en Formule 1, à Spa et à Monza, à seulement 21 ans. 2024, une saison d'une régularité monstrueuse, 13 podiums, 3 victoires, Monza, Austin et Monaco. Son Monaco, enfin, à lui. Une victoire qui restera gravée à jamais dans les mémoires. 2025, régulièrement dans le top 5, 7 podiums dans une saison écrasée par Verstappen et les McLaren. Il gratte, il maximise, il ne lâche rien. En fait, là où je veux en venir, c'est que les faits d'armes de Charles Leclerc racontent l'histoire d'un homme d'exception, d'un pilote d'exception, d'un compétiteur hors norme, d'un homme qui a toujours répondu présent quand la voiture lui en donnait les moyens. Et même quand la voiture ne lui en donnait pas les moyens, il a toujours réussi à maximiser. Alors oui, il traverse une tempête aujourd'hui. Oui, Hamilton le domine en ce moment. Oui, les questions sont légitimes. Mais Charles Leclerc qui rebondit, oui, c'est une certitude, pas une espérance, c'est une certitude, parce que c'est Charles Leclerc et il a toujours rebondi. Parce que les grands champions ne se jugent pas sur leur passage à vide, ils se jugent sur la manière dont ils s'en sortent. Et ça, Charles Leclerc sait très bien le faire. Il va s'en sortir, il va rebondir, et les gens qui disent que Charles Leclerc, il est nul, il est désastreux, il ne convient pas au projet Ferrari, on souffle. On souffle parce que ce n'est pas la vérité, et dire ça, c'est quand même... Se poser des questions en soi... et réfléchir d'une manière constructive, oui, c'est viable et c'est légitime. Par contre, affirmer ça, qu'il est nul et qu'il est mauvais, tous les faits d'armes de Charles Leclerc dans sa carrière montrent que c'est faux. Et que c'est une aberration de sortir de telles âneries. Alors, maintenant, on peut même revenir à la question initiale, c'est est-ce que Charles Leclerc est en train de perdre sa Scuderia Ferrari ? Non. Et je le dis clairement, non, il n'est pas en train de perdre la Scuderia Ferrari. Ce qu'on a vu, du moins depuis Miami, ce n'est pas l'histoire d'un pilote qui perd son écurie, c'est l'histoire juste d'un pilote qui traverse la période la plus difficile de sa carrière dans une nouvelle réglementation brutale, complexe, imprévisible, avec une voiture qu'il ne comprend pas encore totalement, et un coéquipier qui, pour la première fois, lui met une pression absolue. Mais confondre une tempête avec une fin, c'est une erreur. Leclerc n'est pas en train de perdre Ferrari, Leclerc, c'est Ferrari. Il l'a toujours été. Depuis 2019, il a tout traversé. Les erreurs stratégiques, les voitures ratées, l'écurie malade. Et il est resté debout, fidèle. Quand tout le monde aurait pu partir, lui, il a choisi Maranello encore et encore. Ce projet, cette Scuderia reconstruite par Vasseur, ce line-up historique, cet SF26 qui gagne des courses, c'est aussi son projet, son sang, son travail. Hamilton est plus fort en ce moment. Oui, c'est un fait. Mais Hamilton ne restera pas éternellement. Leclerc, lui, il sera encore là, au cœur de la Scuderia, plus fort, plus affamé, parce qu'il aura appris au contact du meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1 et ce que ça coûte vraiment de gagner, ce qu'il faut investir, ce qu'il faut sacrifier pour gagner. Oui, Hamilton apprendra à Leclerc cela. Charles Leclerc ne perd pas Ferrari, et ça, j'en suis persuadé. Il est en train de devenir le champion que Ferrari attend depuis 2008, mais ça prendra encore du temps, et ça prendra le temps qu'il faudra. La tempête ne dure jamais, le rouge, lui, il est là pour toujours. Et d'ailleurs, c'est justement le mot qui en ressortait, et j'ai envie de dire les expressions qui en sont ressorties au moment de la prolongation de contrat de Charles Leclerc, le langage verbal, à savoir Sempre Rosso. Leclerc, c'est Ferrari. Leclerc deviendra champion du monde. Ça prendra le temps qu'il faudra.
mais il rebondira dans cette passe qui est très difficile, la plus grosse tempête qu'il vit dans sa carrière chez Ferrari actuellement. Mais Leclerc n'est pas en train de perdre sa Scuderia Ferrari, j'en suis persuadé. Voilà, je voulais un peu remettre l'église au milieu du village, d'une certaine manière. J'aime bien dire cette expression parce que pour moi, c'est la réalité vis-à-vis de la situation de Charles Leclerc chez Ferrari. Il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut dire de telles choses par rapport à Leclerc. Mais voilà, en tout cas, j'espère que dans les commentaires, vous serez... Même si vous n'êtes pas du même avis que moi, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez de la situation de Charles Leclerc dans un tel calvaire. Le calvaire se vérifie par surtout un manque de ressenti par rapport à cette voiture. Je pense surtout qu'il a perdu sa confiance à cause des freins Brembo, même si on est passé sur des nouveaux freins. Ça prend du temps de s'acclimater à ces nouveaux freins. Ça prend du temps à s'acclimater à cette nouvelle réglementation. Tout est complexe, tout est très difficile dans cette nouvelle ère de la Formule 1. Tu changes un petit réglage sur la voiture change du tout au tout. Donc voilà, tout en cumulé fait que c'est très difficile. On s'attendait à un rebond en Autriche, ce n'est pas arrivé. Ça arrivera très certainement en Grande-Bretagne. On verra comment les choses évolueront, les amis, bien sûr. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, à noter également ce podcast, c'est extrêmement important. Et quant à nous, on se retrouve normalement la semaine prochaine. J'ai un programme très chargé la semaine prochaine, mais normalement, on se retrouve la semaine prochaine tout de même. Je vais faire en sorte qu'il y ait un épisode qui sorte après donc ce Grand Prix de Grande-Bretagne. D'ailleurs, les amis, si vous voulez qu'on débriefe plus particulièrement les Grands Prix, eh bien, on peut se retrouver à chaque fois à la fin des Grands Prix sur ma chaîne Twitch. Sur ma chaîne Twitch, Alexandre-Keldy. Je débriefe les Grands Prix avec un After F1 à chaque fois après les Grands Prix. Donc voilà, et sinon je fais un live par semaine au minimum sur ma chaîne Twitch. Et sinon on se donne rendez-vous sur mon Insta et sur mon TikTok. Et bien sûr également sur le Insta et le TikTok de Pushlap, les copains. Merci les amis, ciao. Et j'espère que vous avez kiffé cet épisode. En tout cas moi j'ai bien kiffé cet épisode. Un épisode un peu plus court que d'habitude, mais voilà, ça suffit. Et c'est bien parce qu'on a allé à l'efficace, ça c'est sûr et certain. Ciao les amis, merci beaucoup. Et on espère que les Bleus s'imposent ce soir contre la Suède au moment où on tourne cet épisode. Sinon je vais être très triste. Allez, ciao les amis, merci beaucoup. À la semaine prochaine les copains.